Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Et dans un instant, le mystère de la disparition de Delphine Jubillard. Cela fait 2 mois, jour pour jour, que cette infirmière et mère de 2 enfants est portée disparue. Cette semaine, son téléphone s'est mystérieusement reconnecté. Comment l'expliquer? Pourquoi rien ne bouge depuis maintenant 2 mois? Toutes les explications, le point sur l'enquête, ce sera dans un instant, juste après le dossier de la semaine. 6 policiers sur le banc des accusés. Leur procès a eu lieu cette semaine à Paris. Ils étaient jugés pour avoir inversé les rôles. Au lieu d'arrêter les dealers, ils avaient choisi de les racketter. Et quand le business ne rapportait pas assez, ils n'hésitaient pas à imaginer quelques infractions, les coulisses d'un business bien rodé. Ce sera dans un instant avec Dominique, avec nos invités. Mais d'abord, les faits qui leur sont reprochés avec Elisa Trana. Le décor est le même que dans le film Les Ripoux, 18e arrondissement de Paris, entre Barbès et la Goutte d'Or. 6 policiers de la BAC sont soupçonnés d'avoir extorqué de l'argent à des dealers. En échange, ils fermaient les yeux sur leur trafic. Décembre 2017, au cours d'une patrouille, la commissaire de l'arrondissement est apostrophée par un inconnu. « Chef, il y a des ripoux dans ta BAC ». Pour le brigadier Bilka, Kabyle, en Verlan, c'est la fin d'un arrangement douteux qui dure depuis des années. Avec l'aide de jeunes fonctionnaires corrompus, il a mis en place un système de raquettes auprès d'informateurs dans le milieu de la drogue, poussé par la politique du chiffre, selon son avocat. On leur demandait à l'époque de faire, en ce qui concerne la BAC 18, de faire à peu près une trentaine de déferments, c'est-à-dire de dossiers qui sont susceptibles de pouvoir être présentés à un juge, soit une trentaine par mois. Et pour faire du chiffre, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir recours à des indicateurs. Les trafiquants payent, le policier les protège, une sorte d'assurance. Et pour éliminer les concurrents, il n'hésite pas à falsifier les procédures pour quelques dizaines de milliers d'euros. Un homme a par exemple été interpellé à cause d'un sachet de cocaïne placé dans ses affaires. Je peux vous dire que la sévérité de la peine qui a été prononcée par le tribunal correctionnel en comparution immédiate prenait en compte et venait sanctionner ces contestations. Puisqu'on lui a dit in extenso, mais donc ce sont les policiers qui mentent. Et évidemment, devant un tribunal, ça passe très mal, on ne l'a pas cru. Bilka, 45 ans, comparaissait cette semaine avec 5 de ses anciens collègues et 2 indicateurs. Il est accusé entre autres de corruption, trafic de stupéfiants, vol et blanchiment. Affaire digne d'un film, on va essayer dans les coulisses justement de ce film, parce qu'il y a aussi évidemment des vies derrière et des victimes. Comment ça s'est passé cette semaine? Eh bien, on va voir ça avec nos invités. Maître Joseph Hazan, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat de l'une des parties civiles. On vient de vous voir au tribunal cette semaine. Vous allez nous en dire un peu plus évidemment sur ce plateau. Esther Paolini, bonjour, merci d'être là. Vous êtes journaliste bfmtv.com et vous avez suivi de tout près cette affaire et vous avez participé, suivi plusieurs audiences au tribunal. Peut-être d'abord commencer avec vous, parce qu'il y a un homme central dans cette affaire, le fameux Bilka. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu aussi. Nous, on ne l'a pas vu. Racontez-nous comment il est. Alors, ce fameux Bilka, c'est un homme d'une 50aine d'années. Donc, il faut savoir qu'il a passé toute sa carrière dans la BAC du 18e arrondissement. Et au préalable, c'est aussi quelqu'un qui a passé une partie de son adolescence dans cet arrondissement. Il y a passé son baccalauréat. Donc, il faut savoir que c'est une figure du quartier. C'est son territoire. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est son territoire. Il est connu par les habitants, il est connu par les commerçants. Il est aussi connu par les trafiquants, puisque certains l'appellent carrément le boss du quartier. Et donc, dans son commissariat, c'était aussi une figure, puisqu'il avait de nombreux jeunes officiers sous ses ordres, enfin jeunes policiers, excusez-moi. Et donc, il avait une figure d'autorité. Il avait eu de nombreuses félicitations de la part de sa hiérarchie, qui a permis de s'imposer dans son commissariat. Pour dresser peut-être dans les grandes lignes le système qu'il avait mis en place, on va rentrer dans le détail au fur et à mesure, mais peut-être les grandes lignes du système qu'il avait mis en place. Alors, il y a différentes parties. D'abord, on lui a reproché de faire du système de raquettes de dealers. Donc, c'est-à-dire de dire aux trafiquants du quartier, si tu veux faire ton commerce tranquille, il va falloir faire affaire avec nous. Et donc, alors faire affaire avec nous, lui, il expliquait que c'était seulement pour soutirer des informations, mais on le soupçonne d'avoir aussi extorqué de l'argent à ces fameux trafiquants. On les accuse aussi de pratiques d'habillage, c'est-à-dire
c'est-à-dire d'avoir placé de la drogue sur les affaires de personnes qui n'en avaient pas en réalité, ça ne leur appartenait pas, pour ensuite pouvoir les poursuivre. Et puis on lui reproche à lui en particulier également un système de blanchiment et de corruption, donc avec des arrangements avec ses informateurs officieux, puisqu'il n'était pas censé avoir d'informateurs, d'avoir pu gagner jusqu'à 80 000 euros, notamment lors de certaines transactions. Donc la drogue qu'il plaçait sur des personnes pour pouvoir les écarter du quartier et laisser travailler ceux qu'il avait choisis ou ceux avec lesquels il avait choisi de travailler, c'est ça? Voilà. Et puis ensuite, pendant 4 ans, je crois de 2014 à 2018, il ne touche pas du tout à son compte en banque. Et on suppose qu'il a tellement d'argent liquide qu'il n'a pas besoin d'aller chercher de l'argent sur son compte en banque. Ça signe le méfait, maître? C'est pour identifier l'origine des fonds, c'est toujours très compliqué. En réalité, il y a une pratique pendant des années, un fonctionnement financier de cette personne qui laisse à penser que les accusations qu'on porte contre lui sont avérées. Après, c'est une démonstration par d'autres faits, mais la réalité est qu'il y a un fonctionnement financier qui est très particulier. C'est sûr, c'est qu'il vivait bien, il avait des biens. Qu'est-ce qui est ressorti dans cette semaine d'audience? Il y a eu une journée entière qui a été placée sous le prisme du volet blanchiment et donc du patrimoine. Et on se rend compte que, alors qu'il ne pouvait pas le faire, il était gérant de fête de certains hôtels dont il sans doute avait acquis le fonds de commerce. Il avait vraisemblablement fait des voyages réguliers en Algérie dont on soupçonne que ce serait pour exporter de l'argent qu'il aurait tiré des infractions qu'on lui reproche. Donc effectivement, il y a un volet financier très important et vraisemblablement des saisies qui ont été demandées par le parquet. Parce que son salaire de policier, c'est quoi? Enfin, on sait pas très bien s'il est gardien de la paix ou brigadier, mais enfin bon, mais c'est pas assez, c'est pas 2000, suffisant. 2000, 2200 euros, quoi. C'est pas suffisant pour mener le train de vie qu'on lui reproche d'avoir. Votre client, ce qui lui est arrivé, c'est ce qu'appelait Esther l'habillage, c'est ça? Alors c'est à peu près l'habillage, mais c'est lié au volet corruption de ce dossier, c'est-à-dire que... Expliquez-nous ce qui lui est arrivé. Il a été interpellé le 17 avril 2017, mais un contrôle que l'on voit habituellement dans toutes les affaires qui viennent en comparution immédiate, un contrôle routier, la personne est au téléphone au volant, et au moment du contrôle, on se rend compte de la présence d'une matière stupéfiante dans le véhicule. Il s'avère que le procès-verbal qui le concerne et qui est jugé, en tout cas, on considère qu'il est faux au stade de l'audience, dit que il est au volant, qu'il, à la vue des policiers, tente de se débarrasser d'un sachet qui s'avérera être de la drogue, et les policiers le recueillent et l'interpellent. Il a toujours contesté la propriété de ce sachet stupéfiant, et il a mentionné, dans le cadre de son audition, le nom d'une personne qui venait de sortir de sa voiture, et qui est l'un des informateurs du prévenu principal de ce gardien de la paix. Et il s'avère, au gré de l'enquête, qu'on se rend compte que 2 jours plus tard, une autre interpellation exactement similaire, un contrôle routier, une personne qui tente de se débarrasser, qui remet spontanément un sachet de matière stupéfiante, a été faite par les mêmes équipes, sur la même dénonciation du même informateur, et on soupçonne que ces 2 interpellations, au mode opératoire exactement identique, est un habillage et une manière de mener à bien et de rendre service à l'informateur en éliminant des personnes avec qui il semblait être en bisbille et en affaires. Et tout cela, on le comprend, ne se fait pas tout seul. Il y a donc ce fameux Bilka, dont on vient de dresser un peu le portrait, mais il travaillait, on va dire, en équipe, puisqu'il y avait 6 policiers sur le banc des accusés cette semaine. Voilà, c'est ça, sur le banc des prévenus. Alors en plus, ce qui est assez paradoxal, c'est que donc lui a comparu, il était en détention provisoire, donc il a comparu dans un box, accompagné de 2 policiers, tandis que les autres comparaissaient libres. Donc ils étaient sur le banc des prévenus. C'est des jeunes policiers pour le coup qui sont dans l'institution depuis très peu de temps, et c'est justement d'ailleurs l'une des justifications un petit peu qu'ils ont eu pendant le procès, c'est-à-dire de dire que sous la pression de la hiérarchie, sous la pression aussi, enfin sous l'influence de cet imposant personnage Bilka, ils ont fini par céder à cette forme de pression. Vous avez ressenti chez ce Bilka cette emprise qu'il peut avoir sur les autres? Comment il se comporte? Comment il se comporte? C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. C'est-à-dire que même durant, on a entendu des sonorisations assez violentes, assez significatives. Et lui n'a pas changé du tout sa version des faits. Il est resté dans son discours de dire c'était seulement du bluff avec les trafiquants, c'était seulement pour jouer sur leur fantasme de protection des policiers. Il est resté tout le temps droit dans ses bottes. Il n'a pas montré particulièrement d'émotion pendant toute l'audience. Et le système de défense de son avocat, Maître Maisonneuve, qui dit voilà, il est victime de la politique du chiffre. Qu'est-ce que vous en pensez?
La politique du chiffre semble être une réalité, mais ça ne pousse pas tous les... La politique du chiffre, c'est demander à des policiers de travailler de faire un beaucoup, objectif, d'avoir un objectif. D'avoir un objectif. Mais en quoi Ça n'a rien à voir. ça détermine les gens à violer le code de déontologie, à violer le code de procédure pénale? Vaut mieux ne pas satisfaire aux exigences de chiffres que ne pas satisfaire aux exigences de la loi. Enfin, c'est une réalité. Et c'est bien qu'il avait acheté ces 2 biens immobiliers en France, 2, hein, c'est ça, et peut-être d'autres en Algérie. Bon, est-ce qu'on peut lui saisir? Le principe, s'il est condamné au titre du blanchiment, c'est qu'on a la possibilité de saisir et de confisquer l'ensemble du patrimoine. Encore faut-il pouvoir déterminer la réalité du blanchiment, éventuellement l'origine des fonds, et si ces biens ont été acquis via des fonds illégalement obtenus. Mais il y a une possibilité de confiscation globale prévue par la loi. La décision a été mise en délibéré au 22 février. On saura à ce moment-là, dans la balance, pèsent ces fameux enregistrements que vous avez entendus. On récapitule, il y a ces faits qui se déroulent, il y a des soupçons. Les enquêteurs de l'inspection générale de la police nationale vont évidemment enquêter pour savoir ce qui se passe et ils vont mettre des micros dans la voiture de cet équipage. Et vous avez entendu ces enregistrements cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on y découvre? Effectivement, donc le tribunal a diffusé plusieurs enregistrements. Donc l'un des enregistrements, c'est un échange avec un trafiquant du quartier, alors avec un discours très fleuri. Hein. Donc l'échange se fait dans la voiture, en dehors de tout cadre légal, bien sûr. Les policiers lui disent écoute, il va falloir que tu souscrives à une assurance si tu veux être tranquille dans le quartier. Ils lui disent aussi si tu veux passer dans le camp des gagnants, c'est-à-dire en fait si tu veux faire affaire avec nous. Donc ensuite ils le relâchent et puis le lendemain ils vont le reprendre dans leur voiture et alors là les menaces ne sont même plus déguisées puisqu'ils lui disent littéralement tu ne voudrais pas que ta maman fasse une crise cardiaque en allant te voir au parloir. Donc voilà, les faits sont clairs nets. Si tu veux pas te faire arrêter, travaille avec nous. Maître? Mais en fait, les écoutes en elles-mêmes étaient terribles. D'ailleurs, il y a eu un effet sonore tellement les écoutes étaient fortes. Et on était dans la voiture des policiers et ça a fait son effet. Et c'est sans doute voulu par Madame le Président. Mais simplement, il y a un moment où il faut se rendre compte que ces sonorisations et ce qui se passe dans ce véhicule, combien de clients nous disent, lorsqu'on les voit en garde à vue, lorsqu'on les voit au tribunal, que ça s'est passé. Mais on n'a pas la preuve, on ne peut pas accuser sans preuve, et on n'a pas la preuve que les faits qu'on nous rapporte assez régulièrement de propos extrêmement malveillants, de pression, voire de violence physique, se déroulent. Il n'y a pas toujours de traces qui sont marquées sur le visage ou sur le corps. Comment on peut, nous, du côté des prévenus ou du côté des avocats, démontrer la réalité de cela? Ce n'est pas tout le temps que ça se déroule, mais on est dans l'impossibilité de le faire. Et je crois que ce dossier permet aussi de mettre en lumière certaines pratiques qui ne sont pas toujours habituelles, mais et la justice doit y être sensible. Il est quand même très sûr de lui, parce qu'il joue visiblement sur l'ambiguïté. C'est-à-dire que cette conversation dans la voiture peut toujours faire croire que c'est une conversation pour convaincre cet homme, ce délinquant qu'il a fait monter dans la voiture, de lui donner des informations, comme ça se faisait par le passé, moins maintenant. Donc un informateur, si tu ne nous files pas des infos, ta mère va faire une crise cardiaque, tu auras des problèmes, on va t'envoyer en tôle. Mais il peut toujours dire que c'est pour avoir des infos sur le quartier. Enfin, il peut toujours le dire, et effectivement, c'est sa défense. Vous le croyez ? Je pense qu'il y a une réalité de terrain qui fait qu'il est très difficile de pouvoir percer ce milieu et de pouvoir faire des affaires et des interpellations. Donc c'est très difficile. Je pense qu'il y a d'autres moyens, et en tout cas, on peut flirter parfois en essayant d'obtenir des informations, mais on peut aussi considérer que pour interpeller, il faut des preuves. On ne met pas de pression et on ne met pas de coups. Et c'est ce qui, malheureusement, se passe dans ce véhicule. Heureusement, ce que font la majorité des policiers, d'ailleurs. Évidemment. Ouais. D'où le système de défense de son avocat, qui peut toujours faire croire que c'était pour ça, pour faire du chiffre, pour faire du crâne, comme on dit dans la police, hein, pour faire du chiffre, et que c'est comme ça que ça marchait. D'ailleurs, justement, l'un des policiers qui était également poursuivi a évoqué un chiffre de quota de 30 interpellations par mois, et que c'est à cause de cette pression du quota qu'il a fini par céder et procéder à des habillages. Est-ce que ces pratiques qui ont duré quand même plusieurs années, on rappelle que ça a été mis à jour notamment par des dealers qui ont dit à la chef, il y a des ripoux dans ton équipe, tu devrais y regarder d'un peu plus près. Mais est-ce que véritablement la hiérarchie pendant autant d'années, les collègues, tout ça, n'ont rien vu ou on s'est tu? Alors, c'est évidemment l'une des questions du dossier, c'est de savoir
qu'est-ce que la hiérarchie savait. La commissaire en charge du dossier se justifie à juste titre en disant que dès que quelqu'un l'a prévenu, donc c'est-à-dire dès que l'un des collègues de ces policiers a prévenu de ces faits, elle a directement prévenu le procureur de la République. Donc, effectivement, sur cet aspect-là, d'accord. Par contre, effectivement, il y a des rumeurs qui couraient au moins depuis 2017 et visiblement, ces rumeurs-là n'ont pas été plus que ça prises au sérieux. Et donc, c'est pour ça qu'on s'interroge là-dessus, d'autant plus que l'un de vos confrères a évoqué presque une sorte d'omerta dans cette brigade. Et d'ailleurs, l'un des policiers disait aussi j'ai préféré pas poser de questions parce que j'avais peur d'être mis à l'écart. Donc on voit une organisation presque clanique où les gens n'osent pas parler et donc jusque-là, on n'arrive pas à savoir jusqu'où c'était connu ces faits-là. Est-ce qu'il est défendu par les syndicats? Ils ne sont pas montés au créneau. Oui. Hein. Personne n'a bougé. Ils sont assez discrets. Est-ce qu'on est aussi dans un quartier un peu particulier avec un mode de fonctionnement interne, le fameux quartier de la Goutte d'Or, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tout petit quartier finalement du 18e arrondissement de la capitale. C'est un milieu extrêmement criminogène, donc évidemment que en passant 10-15 ans au contact de ce milieu-là, il y a une proximité qui se tisse entre les policiers et les délinquants, et il y a un jeu un peu de chat et à la souris. La question, c'est de savoir si les uns et les autres respectent leur place, et si pour faire des affaires, il faut se mélanger avec les trafiquants et les délinquants, là ça pose un problème. Ce sont des personnes dépositaires de l'autorité publique qui ne poursuivent pas d'autres intérêts que l'ordre public. C'est ce qui nous ramène à la fiction Au Ripou, la frontière, la porosité. Merci beaucoup pour toutes vos explications. Merci Esther, merci Maître Hazan d'être venu sur le plateau d'Affaires suivantes. Vous restez avec nous, on va se retrouver dans un instant évidemment pour la deuxième partie de l'émission. Et on va évoquer ce mystère qui s'épaissit toujours un peu plus autour de la disparition de Delphine Jubillard. Où est passée cette femme de 33 ans, infirmière, mère de famille, 2 mois très exactement qu'elle est portée disparue. Cette semaine, son téléphone, toujours introuvable, s'est rallumé pendant plusieurs heures. Alors est-ce le fait des enquêteurs, de pirates ou d'elle-même? Quelqu'un détient-il son téléphone? Toutes les hypothèses, le point sur l'enquête, c'est dans un instant avec nos invités. À 13h30 sur BFM TV, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police, justice. Et cela fait très exactement 2 mois, ça fera 2 mois cette nuit que Delphine Jubillard est portée disparue. Cette jeune femme de 33 ans, infirmière, vivait avec son mari et ses 2 enfants à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Dans la nuit du 15 au 16 décembre, vers 4 h du matin, son mari constate sa disparition. Et depuis, eh bien, l'enquête ne nous a rien appris. Toutes les hypothèses sont évidemment envisagées, mais depuis 2 mois, eh bien, les enquêteurs qui travaillent, qui ont créé une cellule spécifique, n'ont rien laissé filtrer. Tout est donc encore envisageable, d'autant que cette semaine, le téléphone portable de la jeune femme s'est rallumé pendant plusieurs heures. Alors que nous apprend ce nouvel élément? Les éléments de réponse, ce sera dans un instant avec Dominique, avec tous nos invités. Mais d'abord, retour sur ces 2 mois de mystère avec Elisa Trane. L'espoir s'est renforcé dans la nuit de mardi à mercredi. Le téléphone de Delphine Jubillard a été réactivé. Ce même téléphone qui n'avait plus borné depuis le 17 décembre dernier, au lendemain de la disparition de la jeune femme. Delphine a-t-elle rallumé elle-même son téléphone? Est-ce une tierce personne, un potentiel agresseur ou un simple bug informatique? Cette activation du téléphone jamais retrouvée relance en tout cas les investigations sur lesquelles travaillent en permanence 10 enquêteurs. On ne peut pas créer les indices. Donc, où on en a qu'on exploite, où on n'en a pas, et on attend un événement ou une déclaration ou quelque chose qui va permettre de faire rebondir l'enquête. Jusqu'ici, leurs efforts n'ont rien donné. Dès le signalement de sa disparition à l'aube du 16 décembre, les gendarmes sont partis à la recherche de la jeune infirmière. Hélicoptères, drones, équipes cynophiles, plongeurs, d'importants moyens ont été mis en place autour de la commune. Nous avons une topographie sur notre village qui est très compliquée, très boisée, très vallonnée, avec des ronciers impénétrables. C'est vrai que c'est pas facile à mener des recherches, donc dans des conditions aussi difficiles. Début janvier, les recherches se sont concentrées quelques centaines de mètres autour du domicile des Jubillards. La maison a été perquisitionnée à 2 reprises, les murs sondés, le jardin fouillé. Aucune trace de la mère de famille. Autre piste explorée, la relation qu'entretenait Delphine avec un homme sur Internet. Puis un autre, devenu insistant envers elle, en apprenant la séparation en cours avec son mari. Là encore, aucune de ces pistes n'a révélé d'indices.
Beaucoup de questions, évidemment, 2 mois pile après la disparition de Delphine Jubillard. On va essayer de vous apporter des éléments de réponse avec nos invités. Alexandra Gonzalez du service police-justice qui nous a rejoint. Vous suivez cette affaire de près depuis le début. Jean-Alphonse Richard qui est aussi avec nous, journaliste, présentateur de l'heure du crime sur RTL. Et le général François Daoust, ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, ex-commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie et désormais professeur de sciences criminelles à l'université de Cergy-Paris. Merci d'être avec nous. Alexandra, évidemment, le dernier élément en date, c'est ce téléphone. Ce téléphone qui se réactive mardi soir dernier, plusieurs heures. Que sait-on exactement à ce stade de cet élément, de ce nouvel élément? Alors, ce qu'on nous a expliqué, c'est que mardi soir, dans la soirée, Cédric est contacté par une amie qui lui dit « Regarde sur Messenger, connecte-toi ». Delphine est marquée comme étant en ligne sur Messenger. Donc Messenger, c'est la messagerie de Facebook. Il se connecte et il constate effectivement qu'il y a ce voyant vert allumé à côté du nom de Delphine Jubillard, comme si quelqu'un était à ce moment-là connecté avec son compte. Il lui écrit, il n'est pas le seul d'ailleurs à ce moment-là à lui envoyer des messages, mais pas de réponse. D'autres amis lui écrivent également. Personne ne répond derrière ce voyant vert et donc un peu de temps après ça repasse hors ligne. Donc pour l'instant on ne sait pas précisément ce qu'il s'est passé, qu'est-ce qui explique que ce compte est passé en ligne, qu'est-ce qui explique que son téléphone aurait borné également ce soir-là, ça reste un mystère. Alors une des explications, une des hypothèses qui nous a été avancée, c'est qu'il pourrait s'agir d'exploitation technique des enquêteurs qui, en étant en train de regarder sur le compte, peut-être d'aller explorer dans les messages, etc., aurait fait que ça passe en ligne. Mais c'est pas pour l'instant une hypothèse complètement confirmée. Ça reste une des pistes parmi d'autres. Alors, plusieurs hypothèses. Général, évidemment, on a envie de vous entendre aussi là-dessus. Avant, je vais me tourner vers Maître Philippe Pressec qui nous a rejoint. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat de plusieurs proches de Delphine Jubillard. Évidemment, ce nouvel élément, il interroge. Est-ce que vous en savez plus et est-ce que vous avez eu des informations sur ce qui s'est passé mardi soir? Eh bien, écoutez, je suis un peu comme mes clientes, c'est-à-dire dans un grand flou. Il faut voir que ce petit point vert est, pour mes clientes, une grande source de stress, parce que finalement, le point vert sur Messenger devient le symbole de la vie. Est-ce que c'est Delphine Jubillard qui est au bout? Qui est-ce qui est au bout? On n'en sait absolument rien, ça c'est certain. 2 hypothèses en tout cas, soit une connexion vis-à-vis avec un ordinateur, soit une connexion avec un téléphone. Or, un téléphone, on ne peut pas l'allumer à distance. Donc, ça ne peut pas être les services de police ou de gendarmerie qui peuvent faire des tests. Si c'est bien le téléphone qui a été réactivé, eh bien, il y a tout un système qui s'est mis en branle. Le téléphone a donc été réactivé, a borné. Ensuite, c'est connecté au réseau, et en particulier aux réseaux sociaux. Et je pense que si c'est cela qui s'est passé, les enquêteurs vont pouvoir faire peut-être des découvertes dans les jours qui vont venir. Alors maître, vous restez évidemment avec nous, on a beaucoup de questions à vous poser. Général, l'hypothèse d'enquêteur qui réactiverait le compte pour voir ce qui s'y passe, pour suivre. Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que les techniques d'expertise permettent de travailler différemment et surtout sans activer un compte directement. Par contre, l'hypothèse que le téléphone de la victime, enfin en tout cas de la personne disparue, soit réactivé et que la programmation interne du téléphone, eh bien, automatiquement se connecte aux réseaux sociaux auxquels elle a l'habitude de se connecter. Ça oui, par exemple, ça peut se faire automatiquement. C'est un fait extrêmement important si ce ne sont pas les enquêteurs de réponse. Non, je rejoins ce que dit le général, c'est sûrement pas les enquêteurs. Alors les enquêteurs peuvent faire des expérimentations, des analyses du téléphone à distance, mais on sait très bien aujourd'hui que les services, que ce soit la police, la gendarmerie, le contre-espionnage, etc., ont les moyens de ne pas apparaître dès lors qu'ils font une telle opération. Donc ça n'a pas tellement de sens en l'état. Après, il y a tout simplement aussi l'hypothèse, on ne l'a pas évoqué, mais l'hypothèse du bug technique, hein, c'est-à-dire que... Ça ferait 2 fois.
Bah oui, ça fait 2 fois. Ça mais... fait 2 fois parce qu'il y a une connexion Facebook, Tout à dont fait. on s'est aperçu qu'elle correspondait à d'autres connexions Facebook, d'autres comptes, avec des messages envoyés qui étaient que des bulles vides. Or, il est impossible, quand on est sur Facebook, d'envoyer un message vide. Donc ça, c'était un bug, Mais qu'on a attribué à un hacker. Absolument, à un hacker. Là, maintenant, on est dans autre chose. Parce que le téléphone, il est connecté mardi à partir de 21h, comme l'a dit Alexandre, mais pendant plusieurs heures. Pendant plusieurs heures. Et on sait que quand un téléphone est éteint ou déchargé, il est impossible de le localiser. Dès qu'on le remet en marche, la carte SIM va chercher une borne. Donc ça veut dire que si c'est vraiment son téléphone qui a borné, on peut le localiser. Ah oui, le bornage permettra d'aller au plus près de là où il s'est mis en... La dernière fois que son téléphone avait borné, c'est dans la nuit du 15 quelques heures après sa disparition. En fait, elle disparaît dans la nuit du 15 au 16 décembre. Elle disparaît, 2 objets disparaissent avec elle, sa doudoune blanche et son téléphone portable. Ce sont les seuls objets personnels qui n'ont pas été retrouvés après sa disparition. Et d'après les enquêteurs, le téléphone portable borne encore plusieurs heures. Alors borner, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire accrocher des antennes relais dans les alentours, mais ça ne permet pas une localisation précise. On sait juste que dans un rayon de 2 km autour de son domicile, son téléphone était localisé pendant plusieurs heures après sa disparition, 4 heures du matin. avant de s'arrêter. Et il n'a jamais, à notre connaissance, été retrouvé pour l'instant. Et puis un petit détail, pour compléter, c'est que le téléphone, il est toujours alimenté. Actuellement. Ouais. Donc là, il n'est pas perdu dans la forêt quelque part. Là, ça pose une question. Savoir, à autant de semaines, le téléphone ne s'est pas déchargé, c'est que fatalement, quelqu'un l'alimente. Ou en tout cas, il y a une super batterie peut-être, je ne sais pas. Mais... Et ça voudrait dire aussi que la personne qui détient ce téléphone est une personne qui est capable de le remettre en marche. Le remettre en marche, c'est pas simplement appuyer sur le bouton on, c'est avoir les codes. Bien sûr. Général. Donc là, on est au cœur du mystère téléphonique. Là. Que vont faire les enquêteurs avec ce nouvel élément ? Mais déjà, le bornage va donner quelques éléments, c'est-à-dire quelle est la localisation exacte des antennes relais qui ont borné. Est-ce qu'il y en a eu une? Est-ce qu'il y en a eu plusieurs? Est-ce que le téléphone était localisé sans mouvement ou au contraire, il y avait un déplacement? Là, ce sont autant de réponses qui vont intéresser les enquêteurs. En supposant que ça soit la disparue, c'est essayer de voir par une enquête de terrain si elle a été croisée, pas croisés, des témoignages ou autres. Si c'est un tiers, c'est essayer de remonter par rapport aux témoignages précédents. Est-ce que c'était un homme? Est-ce que c'était une femme? Est-ce qu'il y avait un véhicule à proximité de la maison familiale? Est-ce qu'on l'a revu dans le bornage? Et surtout, est-ce que ce n'est pas un leurre? C'est-à-dire, je vais déclencher exprès le téléphone loin de l'action réelle, histoire d'éloigner les enquêteurs. Tout ça est pris en compte, mais c'est un travail de fourmi et d'expertise vraiment très longue. On va revenir sur ces 2 mois d'enquête. Maître Pressec, vous nous disiez effectivement, on imagine pour les proches de Delphine Jubillard ce que suscite ce nouvel élément, à la fois l'espoir et en même temps, est-ce qu'aujourd'hui, ils pensent réellement que c'est elle qui peut avoir rallumé son téléphone, qu'elle aurait tout quitté, qu'elle aurait fui, qu'elle serait quelque part ? Et j'ai toujours dit que mes clientes considéraient que l'hypothèse d'une disparition volontaire était totalement invraisemblable. Delphine Jubillard était quelqu'un qui était véritablement ancré dans sa vie. Elle aimait sa vie, elle avait un travail qui la passionnait, 2 enfants, son groupe d'amis. Le jour de sa disparition, c'est quelqu'un qui préparait Noël, qui avait acheté des cadeaux pour ses enfants, qui pensait au réveillon du jour de l'an. Ce n'est pas quelqu'un qui pouvait disparaître volontairement. Donc mes clientes sont effectivement extrêmement inquiètes et au fur et à mesure du temps qui passe, l'inquiétude grandit bien sûr. Et elle grandit d'autant plus que nous avons eu affaire à une enquête particulièrement fouillée, complète, dès le départ, et que, au regard du caractère particulièrement exhaustif de l'enquête, l'absence de résultats pose un grand point d'interrogation et beaucoup d'inquiétude. Maître, vous avez vu sur les réseaux sociaux, des groupes se sont constitués, des groupes qui refont l'enquête finalement, ou de personnes qui donnent leur point de vue sur cette disparition. Est-ce que les personnes que vous défendez, les proches de Delphine, sont sur ces réseaux sociaux, les lisent et qu'est-ce qu'elles en pensent? Et qu'est-ce que vous en pensez vous aussi?
Mais mes clientes ne sont pas sur ces réseaux. On pense le plus grand mal. Je pense que, à titre personnel et aussi au nom de mes clientes, les gens feraient mieux de s'occuper de leur propre existence plutôt que d'essayer de s'ériger en enquêteur, en expert de tous ordres, de tous poils. Je crois que cette enquête est extrêmement difficile. Nous sommes face à un véritable mystère. Et toutes ces discussions et ces débats sur les réseaux sociaux sont absolument insupportables. Merci Maître, vous restez avec nous, Alexandra Gonzalez. Oui, sur l'enquête, on peut aussi dire aujourd'hui combien de personnes travaillent sur cette enquête. Ça fera 2 mois qu'elle a disparu demain. Exactement. On sait qu'il y a 10 enquêteurs qui travaillent à temps plein sur cette affaire. Une cellule a même été constituée pour coordonner les différentes personnes qui travaillent là-dessus. Elle s'appelle Disparu 81 pour le numéro du département du Tarn. 10 enquêteurs à temps plein, plus des soutiens réguliers selon les besoins de l'enquête, avec par exemple des personnels spécialisés de l'IRCGN, c'est l'Institut criminel qui peut exploiter des éléments qui auraient pu être retrouvés. Il y a aussi du personnel opérationnel, des hélicoptères, des personnes qui continuent sur le terrain, des gendarmes qui continuent des recherches lorsque des nouveaux endroits peuvent être mis au jour. Donc, cette enquête, elle concentre encore aujourd'hui, 2 mois après, énormément de moyens. J'en parlais tout à l'heure avec le général qui me disait que 10 enquêteurs à temps plein, ce n'est pas quelque chose de commun. Alors ça nous interroge, et c'est une question pour vous deux. Comment ça se fait qu'avec un tel dispositif et qu'au bout de 2 mois, on ait au moins en apparence le sentiment que rien n'avance ? Alors, il y a 2 façons de travailler. J'ai dit en apparence, oui, parce que je vois Alphonse niquer. C'était provocateur volontairement. Oui, c'est très bien, l'apparence. Je vous rappellerai une affaire qui avait défrayé la chronique, c'est l'affaire du Grand Bornand, avec la famille Flactif qui avait disparu, où pendant plusieurs semaines, plus de 2 mois, on s'était dit, mais tout est bloqué, les enquêteurs n'ont rien. Alors en fait, les enquêteurs travaillaient. Et heureusement qu'ils travaillaient en toute discrétion. Ça a évité d'avoir des interférences. Certes, la liberté de la presse est importante et il faut qu'elle existe et qu'elle continue. Là, c'est très important. Mais parfois, une parole malheureuse, une interférence peut venir bloquer tout un cheminement qui arrive à maturation et à maturité pour pouvoir interpeller la personne que l'on souhaite. Général, vous comprenez qu'on a envie de savoir, même si on a conscience qu'on peut perturber une enquête. David Otia, qui avait tué la famille Flactif au Grand Bornand, effectivement, vous avez tourné autour de lui pas mal de temps. C'est la même chose pour l'affaire Lelandais, la mort de Maëlys. Vous avez tourné jusqu'à trouver cette petite tache de sang infime dans son coffre. C'est pareil pour Jonathan Daval. Pendant 2 mois, vous avez tourné autour de lui. Bon, est-ce qu'on tourne autour de quelqu'un, Jean-Alphonse? Vous avez une idée, vous? Autour de quelqu'un, je ne m'avancerai pas là-dessus, mais autour d'éléments d'enquête, oui, bien sûr, en ce moment. Il faut savoir que c'est une enquête, celle-ci, l'enquête Jubilard, qui est extrêmement étanche de la part des enquêteurs et de la part du parquet, il ne faut pas l'oublier. Il y a très peu de communication qui est effectuée, mais dans un but bien précis, c'est-à-dire qu'on ne veut pas divulguer le moindre détail qui puisse faire capoter l'enquête. Mais effectivement, en ce moment même, je pense qu'il y a des vérifications importantes qui sont faites. Les hypothèses, vous connaissez les faits divers comme on les connaît nous, hein. Les hypothèses, le mari, l'amant ou un des amants, un rôdeur, une disparition volontaire. Oui, mais justement... Une disparition volontaire semble exclue. Parce que vraiment, donc il en reste 3. Son entourage décrit Delphine Jubillard comme quelqu'un de très précieuse pour ses enfants, très proche de ses enfants, quelqu'un qui aime la vie. Vraiment, pour avoir parlé à plusieurs personnes... Personne ne songe un seul instant à la disparition. Donc, le mari, l'amant ou une mauvaise rencontre. Et la question centrale. La quatrième. Alors Jean-Alphonse est général pour la quatrième. Et la question centrale, c'est pourquoi Delphine Jubillard sort de son domicile. De toute évidence, il n'y a pas eu d'effraction. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu la chercher. Elle part. Il faut quand même le rappeler, c'est très important. Elle part avec son téléphone portable, certes, mais elle ne part pas avec ses papiers. Quand on ne part pas avec ses papiers, c'est qu'on de toute façon, on va revenir. Quand on se retrouve à un point de rendez-vous qui paraît là où les gendarmes perdent la piste, qui est un carrefour bien précis, sous un panneau stop, c'est-à-dire c'est le lieu parfait pour dire rendez-vous, on se retrouve à tel endroit. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit? Donc ces portes-là sont en train d'être fermées ou rouvertes en ce moment-là. Ouais. Donc on n'exclut pas le rendez-vous nocturne, quitte à revenir ensuite dans la maison. Elle n'est pas partie promener ses chiens, elle est sortie en pleine nuit
d'elle-même. Mais le mari dit qu'elle est partie avec les chiens. Les chiens sont revenus les chiens apparemment n'ont pas bougé du domicile. Ça a été la première version qui a été donnée, mais apparemment les chiens n'ont pas bougé. Mais effectivement, le mari est en droit de s'interroger, de se dire si elle sort, c'est sûrement pour aller promener les chiens. Et donc potentiellement, quatrième hypothèse. Alors la quatrième hypothèse, qui est une hypothèse de travail, mais je vous renvoie à l'affaire Pauline Lafont. C'est-à-dire, ok, un petit coup de blues, de stress, je sors en pleine nuit parce que j'arrive pas à dormir, et j'ai l'intention de rentrer. Mais j'ai un accident. Sauf que tout cela est quand même un peu rebattu par cette histoire de téléphone cette semaine. Voilà. Il y a l'histoire du téléphone et puis un accident, finalement on retrouve, là ça fait 2 mois, on finit de toute manière par retrouver le corps dans un périmètre aussi réduit. La zone est très escarpée, très compliquée, mais néanmoins elle a été vue et revue par les gendarmes et puis aussi par les habitants qui se sont mobilisés pour essayer de retrouver le moindre indice. Et c'est vrai que malgré la topologie qui est très compliquée, le périmètre aux alentours a quand même été largement exploré. Et si elle a un accident, son téléphone portable ne cesse pas d'émettre. Sauf parce que la batterie dans sa chute. Mais en tout cas, on le retrouve. Maître Pressec, évidemment, tout le monde a envie de savoir ce qui s'est passé, et les proches évidemment de Delphine Jubillard en tout premier. Comment ça se passe aujourd'hui avec toutes ces hypothèses, avec les interrogations qu'il peut y avoir sur les uns ou sur les autres? Oui, je viens de vous écouter avec attention sur les diverses hypothèses qui sont possibles. Ce qui est absolument terrible dans cette affaire, c'est que si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, on a l'impression qu'aucune hypothèse n'est vraisemblable. À un certain moment, on se heurte sur un élément de fait ou technique ou humain qui laisse à penser que l'hypothèse n'est pas recevable. Et c'est extrêmement angoissant et c'est ce qui participe du très grand mystère de ce dossier. Parce qu'aucune hypothèse ne paraît au final crédible. Cela dit, comme l'a dit un des invités... Pardon de vous interrompre, Maître, mais à ce stade, pourquoi est-ce qu'aucune des hypothèses n'est possible ou n'est vraisemblable? Est-ce qu'on peut les prendre une par une? Alors, un rôdeur. Pourquoi pas un rôdeur? Pourquoi pas un amant? Pourquoi pas le mari? Ça serait très long à expliquer dans ce cadre-là. Mes clientes ont réfléchi à toutes les hypothèses. Un rôdeur, nous sommes un endroit où il y a beaucoup de rôdeurs. Cagnac-les-Mines est un village particulièrement calme. Pour le reste, les emplois du temps ont été vérifiés pour ce qui concerne le supposé amant en particulier. On a l'impression que tout a été fait, tout a été croisé. Mais ce qui est certain, c'est que mon sentiment à moi, ça vient d'être dit, c'est que les enquêteurs ont depuis le début quelque chose et qu'ils avancent patiemment dans le secret. Et ce secret est une excellente chose parce que d'abord, l'enquête est secrète et ce secret devrait leur permettre d'aboutir. Je suis persuadé qu'ils ont quelque chose depuis le départ et qu'ils essaient de monter un dossier le plus solide possible, le plus complet possible. Et lorsque ce dossier sera assez complet, eh bien, il y aura des choses qui se passeront, en particulier une mise en garde à vue. Merci beaucoup, merci Maître Pressec, merci d'avoir été avec nous dans l'affaire suivante et évidemment on continue à suivre cette affaire, on aura l'occasion d'en parler ensemble. Un élément sur lequel travailleraient les enquêteurs, ça peut être quoi? Un élément, il y en a beaucoup. Et pour reprendre ce que disait l'avocat, c'est-à-dire qu'un dossier, ça ne se constitue pas seulement d'impressions, mais d'éléments matériels. Ça demande les vérifications, quand il parlait tout à l'heure de vérification d'emploi du temps ou autre, que ce soit avec Anacrim, un logiciel qui permet d'étaler l'ensemble de tous les témoignages, de toutes les données et au croisement des unes et des autres, de voir celles qui sont possibles de celles qui ne sont pas cohérentes. Donc ça aussi, ça vient incrémenter le dossier. Et chaque personne interrogée, chaque élément matériel, que ce soit du moindre bornage à un élément qui aurait pu être trouvé aussi lors des travaux de l'IRCGN dans la maison, etc., viennent accroître ce dossier, mais derrière une hypothèse plus forte que les autres. Jean-Alphonse, d'un mot pour conclure, ça peut prendre combien de temps? La question piège, elle était pour vous. Non, la question piège, mais je pense que c'est une question de semaines. Et ça va aboutir.
Je crois qu'il y a les enquêteurs, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ils travaillent sûrement Vous sur... pensez qu'on saura ce qui s'est passé? Oui, moi je crois. C'est en tout cas le souhait des proches. Alexandra? C'est le souhait le plus vif de tous les proches. Bien sûr. Mais est-ce que vous pensez-vous qu'on saura? Impossible de dire. Général? J'espère. J'espère. Le travail, la façon dont il travaille et cette discrétion apportent. Moi, je serai là pour qu'on en parle. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être venus sur notre plateau. Et évidemment, on va continuer à suivre cette affaire au plus près avec les événements qui pourraient évidemment surgir dans ces prochains jours et ces prochaines semaines. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dominique, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Affaires suivantes. Bon dimanche sur BFM TV.